Quand j'avais 26 ans, j'ai commencé à travailler dans un petit bureau d'assurance situé dans un quartier calme de Pennsylvanie. Le genre de bureau caché derrière un centre commercial, avec une longue rangée de bureaux, des néons fluorescents vacillants et une odeur permanente de café. Ce n'était pas un travail passionnant, mais ça payait les factures, et j'aimais bien la plupart des gens avec qui je travaillais. Le travail pouvait devenir ennuyeux, surtout les jours calmes où le téléphone sonnait à peine, mais c'était facile et sans pression. Je travaillais généralement en journée, mais ce vendredi-là, j'étais censée aider à fermer le bureau parce que nous avions du retard dans le classement de dossiers clients. Une grosse tempête était annoncée cet après-midi-là, du genre à monopoliser toutes les chaînes d'infos locales. Dès le matin, en regardant par la fenêtre, j'ai su que la journée allait être sombre et agitée. Vers 15 heures, la pluie s'est mise à tomber si fort qu'on ne distinguait plus le bout de la rue. Le tonnerre a suivi peu après, faisant vibrer les fenêtres toutes les quelques minutes. Plus tard, le responsable a décidé de laisser partir la majorité des employés plus tôt, avant que la météo n'empire. Mais quelques-uns d'entre nous ont proposé de rester pour terminer le travail. La seule autre personne qui est restée était un homme nommé Tom, arrivé dans l'entreprise depuis environ 2 semaines. Il avait une trentaine d'années, était grand, silencieux et un peu dérangeant d'une manière difficile à expliquer. Pas vraiment effrayant, juste étrange. Il ne parlait presque à personne, mais il semblait toujours être dans les parages. Si j'allais faire du café, il apparaissait 2 minutes plus tard. Si je réapprovisionnais le papier, il faisait la même chose. Je me disais qu'il était simplement maladroit socialement. À 17 heures, la tempête faisait rage. Des éclairs toutes les quelques secondes, suivis de coups de tonnerre si forts que le sol semblait trembler. Le bureau paraissait encore plus vide que d'habitude. Le bourdonnement habituel des lumières avait laissé place au fracas de la pluie. Tom était assis à son bureau, quelques rangées plus loin, tapant sur son ordinateur quelque chose qui ressemblait à du charabia de là où j'étais. Chaque fois que je levais les yeux, je le voyais me regarder. J'ai essayé de me concentrer sur mon travail. Mais au bout d'1 heure environ, j'ai réalisé que je ne l'avais pas vu se lever une seule fois. Vers 18h30, le courant a commencé à vaciller. On a tous les deux laissé échapper un petit rire nerveux quand les lumières ont clignoté. Mais il n'a rien dit. Le clignotement suivant a duré plus longtemps, puis le courant s'est complètement coupé. Le bureau est devenu silencieux, à l'exception du bruit de la pluie. J'ai dit que c'était peut-être le bon moment pour rentrer, mais Tom n'a pas répondu. J'ai entendu des clés tinter, puis le bruit de la porte d'entrée qu'on verrouille. Il a marmonné que ce n'était pas sûr de sortir avec la tempête. J'ai voulu croire qu'il essayait juste d'être prudent, mais quelque chose dans sa voix m'a donné des frissons. Je suis allée chercher mon sac et ma veste, me disant que j'attendrais quelques minutes avant de partir. Sans électricité, le bâtiment semblait plus petit, plus oppressant. Les couloirs étaient à peine éclairés et la tempête à l'extérieur était assourdissante. Quand je suis revenue vers l'entrée, Tom se tenait près de la porte, fixant le parking plongé dans le noir. La pluie tombait si fort qu'on ne voyait rien au-delà de la vitre. Je lui ai dit que j'allais appeler rapidement mon petit ami pour le prévenir que je rentrerais bientôt. Il n'a toujours rien dit. Il continuait simplement à regarder dehors. Je suis allée vers la salle de pause pour appeler, mais mon téléphone n'avait aucun réseau. J'ai essayé le téléphone fixe, mais la ligne était morte aussi. Quand je me suis retournée pour revenir dans la pièce principale, j'ai sursauté en voyant Tom debout dans l'embrasure de la porte. Je ne l'avais même pas entendu arriver. Il tenait une petite lampe torche sous son menton, projetant des ombres inquiétantes sur son visage. Il avait ce demi-sourire, comme s'il trouvait ça amusant. J'ai forcé un rire nerveux en lui disant qu'il m'avait fait peur. Je lui ai demandé une nouvelle fois d'ouvrir la porte pour que je parte, mais il a répété que ce n'était pas encore sûr et qu'il valait mieux attendre que le pire de la tempête passe. J'ai dit d'accord, mais à l'intérieur, j'étais de plus en plus paniquée. Il continuait de me regarder. Je suis retournée à mon bureau pour ranger mes affaires, essayant de rester calme. Je comptais attendre une accalmie et partir en vitesse.
Quelques minutes plus tard, quand j'ai relevé la tête, Tom avait disparu. J'ai pensé qu'il était peut-être allé aux toilettes. J'ai saisi l'occasion pour me diriger vers la porte arrière plutôt que l'entrée principale. Elle donnait sur un petit parking où se trouvait ma voiture. Quand j'ai essayé d'ouvrir, la poignée n'a pas bougé. La porte était enchaînée et verrouillée de l'intérieur. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Je me suis retournée et j'ai vu la lueur de la lampe torche au bout du couloir. Je me suis précipitée dans le placard à fournitures près de la salle de pause et j'ai refermé la porte doucement, essayant de contrôler ma respiration. J'entendais Tom marcher lentement dans le couloir. Puis je l'ai entendu dire mon prénom. Il parlait d'une voix douce, presque rassurante, disant qu'il voulait juste s'assurer que j'allais bien. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas fait un bruit. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Il est passé devant le placard. Pendant quelques secondes, je voyais le faisceau de la lampe passer sous la porte. Puis il a disparu. Un énorme coup de tonnerre a fait trembler tout le bâtiment. La pluie redoublait. J'ai compris qu'une partie du toit au-dessus de la salle de pause devait fuir. J'ai attendu. Environ 10 minutes, je dirais, avant d'oser entrouvrir la porte. Le couloir était vide. La lumière avait disparu. Je me suis avancée prudemment vers l'entrée. En tournant le coin, je me suis figée. La porte vitrée était complètement brisée. La pluie entrait à flots, détrempant la moquette. Tom avait disparu. J'ai hésité, me demandant s'il était sorti. Puis j'ai compris que c'était ma seule chance. J'ai couru dehors sous la pluie battante jusqu'à ma voiture. J'étais trempée, mais je m'en fichais. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à mettre la clé dans le contact. Je suis partie en trombe sans jamais regarder derrière moi. Une fois rentrée chez moi, j'ai verrouillé toutes les portes et je suis restée assise dans mon salon à regarder la pluie frapper contre les fenêtres. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, j'ai appelé le bureau et raconté ce qui s'était passé. Mon responsable ne m'a pas cru au début, jusqu'à ce qu'il arrive sur place et voie la vitre brisée. Il a appelé la police qui est venue prendre ma déposition. Ils ont dit qu'ils enquêteraient, mais il semblait que Tom s'était simplement volatilisé. Sa voiture était toujours sur le parking, déverrouillée, avec les clés sur le siège conducteur. Son téléphone, son portefeuille et quelques effets personnels étaient encore à l'intérieur. Les caméras de sécurité avaient été désactivées manuellement avant la panne de courant, ce qui signifiait qu'il avait dû le faire plus tôt dans la soirée. Personne ne l'a jamais revu. Certains collègues ont dit qu'il avait peut-être fait une sorte de crise, mais je n'ai jamais cessé de me demander s'il ne préparait pas quelque chose de bien pire. J'ai quitté ce travail 1 mois plus tard. Même s'il ne s'est rien passé après, je ne pouvais plus travailler dans un endroit aussi fermé après ce que j'avais vécu. Ce n'était tout simplement pas sain.